Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis immensément heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode Loin mais ensemble avec une femme mystique, sublime, Alexandra Frida Marty. Alors elle a plein de choses à nous raconter, à nous apprendre sur le féminin sacré et sur plein d'autres sujets qui j'espère vous nourrira de l'intérieur et vous apprendra plein de choses. J'en suis convaincue en tous les cas. Alors, voir la demande. Alexandra est déjà là, c'est formidable. Salut tout le monde, salut les filles. Bonjour. Coucou Alexandra. Ah, super. Je suis tellement heureuse de te recevoir ce matin, c'est trop super, vraiment. Moi aussi, je suis très heureuse et bon, j'en profite tout de suite pour faire les présentations avec Ella qui est déjà au sein. Oh, mais t'as bien... Profite, t'as bien raison. Bon, normalement Ella, elle fait sa petite... Attends, excuse-moi, je me mets juste un petit peu de son. Normalement, Ella, elle fait sa petite sieste du matin à cette heure-ci et c'est pour ça aussi que j'avais programmé le live à ce moment-là. Mais là, elle a voulu se réveiller. Donc, du coup, voilà, elle aura peut-être des petites choses à nous dire pendant cet échange. Et elle a envie d'être avec nous, elle a bien raison. Et bien qu'elle reste avec nous, la petite Ella. J'adore son prénom d'ailleurs, c'est très Ah, c'est gentil, merci. Même ton autre fille, Sienna, c'est très joli. Sienna, oui. Ouais. Alors, j'ai vu que tu te présentais sur Instagram. Oui. J'ai adoré ta présentation quand tu as dit « Je suis poisson, ascendant scorpion et lune en cancer ». Voilà, les présentations sont faites. Comme donc, ça permet de situer. J'adore, exactement. Donc, je vais me présenter aussi. Je suis vierge, ascendant scorpion avec lune en gémeaux. Voilà. Ah, donc tu as ascendant scorpion aussi comme moi. Oui, comme toi. C'est pour ça que ça me fait... tu sais, justement, ascendant scorpion, enfin, je me dis que quelque part, cette appétence qu'on a pour aller en profondeur dans certains sujets, tu vois, aller regarder les zones d'ombre, aller regarder l'envers du décor, parler aussi de ce qui est tabou, de ce qui est peut-être pas accepté, de ce qui est ésotérique aussi, tu vois, ou magique. Tout ça, c'est le scorpion qui est dans les parages, hein, en général. Alors, c'est marrant parce que autant de parler de choses qui ne sont pas forcément évidentes à aborder, comme effectivement à nos sœurs, nos mères, nos filles, je peux aborder des sujets qui ne sont pas courants, etc., avec facilité. Autant l'ésotérisme, j'ai toujours été attirée par l'ésotérisme, mais en parler, c'est marrant parce que encore à ce stade, je ne me sens pas légitime d'en parler. Je me sens pas suffisamment, j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de bagage pour en parler. Alors que sincèrement, ça me passionne depuis toujours. Je tire les cartes depuis que j'ai 15 ans. Je suis là-dedans. J'étais avec mon pendule, qui est à côté de moi d'ailleurs, depuis toujours aussi. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent prête à en parler? Tu sais ce que je pense, Julie, pour avoir pas mal observé ce que tu es en train de décrire là, hein, cette espèce de syndrome un peu de l'imposteur, tu vois, ou ce côté où y a comme s'il y avait une petite force invisible qui nous dit attention, tout ce que tu expérimentes de l'ordre de l'ésotérisme doit rester secret, doit rester caché, doit rester personnel et intime. Je pense qu'il y a une partie qui est peut-être un peu juste, tu vois, dans le sens où c'est quelque chose de personnel et pourquoi pas. Mais en réalité, je me dis que ça doit être une empreinte d'héritage transgénérationnel, bien sûr. Des femmes sont mortes pour avoir fait ça. Des femmes ont été tuées parce qu'elles tiraient les cartes, parce qu'elles avaient des croyances différentes, parce qu'elles croyaient au pouvoir, parce qu'elles soignaient avec les plantes, parce qu'elles parlaient avec les mondes invisibles, parce qu'elles écoutaient les messages de l'au-delà, parce qu'elles faisaient confiance à leur ressenti, à leur intuition et qu'elles le livraient en fait. Elles se sont fait tuer pour ça. Ouais. Donc je pense qu'on a vraiment un héritage féminin sur tout cet aspect en fait magique, avec beaucoup de blessures et beaucoup d'empreintes qui sont très lourdes. Et je suis certaine que ce chakra de la gorge, là, quand il se bloque, ce mutisme, en fait, c'est parce qu'on a été muté, tu vois. Oui. Et en fait, le déblocage, il vient le jour où on prend conscience de ça et on se rend compte qu'en fait, on ne va pas vivre de chasse aux sorcières parce que on dit au grand monde que on a porté une pierre magique et que cette pierre nous a donné de la force, par exemple. On va plus être tué en fait pour ça, tu vois, ou on va plus être jugé sur la place publique, etc. Tu vois. Donc, non, je pense pas que sur la place publique. Alors peut-être pas sur la place publique, mais c'est vrai que encore, oh, t'es trop belle, est là, trop jolie.
Euh, oui, on peut encore juger malgré tout. Oui. C'est une autre forme de jugement. Effectivement, on ne va pas en mourir, on ne sera pas brûlé en place de grève. Néanmoins, il y a une forme de jugement et de regard contre lesquels on n'est pas forcément armé et prêt pour Ça. ça. Et C'est on vrai en a que peur. je suis pas, et on en a peur. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que, personnellement, et on repassera à toi, mais je pense que c'est important d'en parler. Ben Quelque oui, part, pendant longtemps, j'ai soigné mes enfants avec des plantes, l'homéopathie, etc. Et naturellement, j'ai toujours été attirée par ça. Il était hors de question que je file des antibiotiques à tort et à travers à mes gamins. C'était hors de question de ça. Je sentais que c'était pas possible. Alors attention, si c'est vraiment trop grave, oui, oui, bien sûr. oui, évidemment, je ne suis pas non plus cinglée. Mais ce côté facilité de... Et d'ailleurs, ma mère, une fois comme ça, elle s'en souviendra toute sa vie, je l'avais soignée avec une tisane d'artichaut. Waouh! Dégueulasse, non mais c'est dégueulasse. Alors très efficace, hein, mais horrible. Elle se souviendra toute sa vie, elle se moque encore de moi. Et d'ailleurs, quand j'étais gamine, même ado et même jeune maman, elle m'appelait la sorcière. Euh, c'est... Mais quelque part, on se dit, bon, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Il y a comme une forme d'autorisation qu'il faut qu'on s'autorise à, à avoir finalement, à se donner. Parce que si ça vient de l'extérieur, si on attend de l'extérieur une autorisation, C'est ça. on l'aura pas. Tu es d'accord? On l'aura pas. Et puis je pense aussi, pour revenir sur cette espèce de peur du jugement, je pense aussi qu'on a peur aussi d'être qualifié comme étant folle, tu vois. Mm. Il y a eu aussi, dans la chasse aux sorcières, au-delà de cette chasse aux sorcières où on risquait notre vie, il y a eu aussi beaucoup de femmes qui ont été étiquetées comme étant des femmes perchées ou folles dingues parce qu'elles croyaient en certaines choses. Et je pense que, voilà, on a envie quand même de garder les deux pieds dans la société et on se dit, est-ce que tout ça, ça va pas altérer mon jugement? Est-ce que si je commence à tirer les cartes, etc., je ne vais pas commencer à rentrer dans un monde parallèle, perché, qui va me faire perdre contact avec ma réalité, tu vois? Donc voilà, donc l'idée finalement, je trouve, dans ces parcours féminins, bon, on aura l'occasion là d'en parler, j'imagine, on va l'aborder, mais pour moi, tu vois, réactiver cette magie intérieure chez les femmes, c'est vraiment mon intention, tu vois. C'est vraiment que chaque femme puisse retrouver en fait les voies du dialogue avec elle-même, avec sa sorcière intérieure, avec sa magicienne intérieure, pour vraiment rester avec les deux pieds ancrés dans sa réalité et construire vraiment son chemin féminin qui est stable, qui lui est propre, avec de belles valeurs, avec les couleurs de son âme, tu vois, avec son propre parfum, mais quand même aller visiter les étoiles, la lune et toute cette magie, tu vois, qui nous entoure et qui est incroyable quand on commence à puiser dedans, mais avec confiance, tu vois, en lâchant toutes ces peurs et tous ces blocages. Complètement. Toi, qu'est-ce qui fait que tu as confiance en toi par rapport à ce sujet-là et que tu réussis à en parler c'est-à-dire que le sentir, que ça vibre en nous, que ce soit là, que ce soit présent plus ou moins ou en cheminement, je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui sont nombreuses et grâce à des livres comme le tien, à se libérer, à accepter cette part de sorcière, de prêtresse, de déesse, enfin, ce que tu veux. On va en reparler justement, la différence entre tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est on est plus seul, on est de moins en moins seul. C'est ça qui est important. Et c'est à travers notre échange là ce matin, à travers ton livre, et le nombre de femmes qui ont écrit des livres sur ces sujets-là, que on va peut-être libérer la parole et avancer là-dessus. C'est exactement ça, ouais. Mm. Non, mais ouais, donc la question c'était comment est-ce que moi je me suis sentie finalement libre ou dans ma justesse, tu vois, dans le fait d'en parler. Je pense que ça s'est fait. Ça se fait petit à petit, en fait, tu vois. Ça se fait en expérimentant les choses pour soi-même, en prenant jamais le pouvoir sur la vie de quelqu'un d'autre, tu vois. Je serai jamais de celle qui dira j'ai une intuition que le chemin que tu devrais prendre, c'est celui-là. C'est impossible. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien, d'ailleurs, hein, tu vois. On m'approche parfois en me disant, mais Alexandra, toi, tu ferais quoi? Et je dis, mais je sais pas. Je ne suis pas toi. Voilà, donc déjà, en ne prenant jamais le pouvoir sur la vie de quelqu'un d'autre, en laissant jamais finalement une personne non plus prendre le pouvoir sur ma vie. Et tu sais, parfois, on peut aller voir des thérapeutes, on a besoin parfois de guides. Donc, il n'empêche que certaines personnes qu'on rencontre sur notre chemin peuvent vraiment être des déclencheurs et nous aider à nous mettre sur notre propre chemin. Ça c'est sûr que je suis très fervente de ce genre
de parcours. Mais c'est vrai que je laisse pas une personne prendre l'ascendant ou le pouvoir sur ma vie et décider à ma place. Donc, je pense que cette magie, en fait, elle s'est faite par l'expérimentation. Au fur et à mesure, j'ai vu ce qui était. En fait, j'ai créé de l'espace à l'intérieur de moi-même pour vraiment écouter ma voix intérieure, cette fameuse intuition, tu sais. Quand les gens te disent finalement, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, mais tu te dis, bah non, parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'ai 1000 voix là, tu vois. J'ai une voix qui me dit fais-le, une autre qui me dit pas du tout. En réalité, j'ai la voix de mon père, j'ai la voix de ma mère, j'ai la voix de la société, j'ai la voix de mon ex, j'ai la voix de. Donc en fait, comment est-ce qu'on débroussaille tout ça et on trouve cette voix intérieure, vraiment, cette voix intérieure VOIX et VOIE, tu vois, ce chemin intérieur. Et en fait, je trouve que bah, c'est en créant des espaces sacrés, comme ceux que je propose aussi et que je fais pour moi, vraiment créer des espaces sacrés dans notre vie, des moments sacrés, des moments de rituel, des moments de pause, tu vois, où justement, tu peux lâcher le mental et vraiment ouvrir en fait cet espace pour que ta voix intérieure, elle se mette à te parler et que tu développes une écoute aussi, tu vois, et que tu lui fasses confiance. Et petit à petit, en fait, la magie commence à se tisser dans ta vie et tu fais de plus en plus confiance après à ce que tu entends et à ce que tu perçois, tu vois. Et après, oui, aussi, se montrer aux autres. En étant dans le féminin sacré, comment, petite question, parce qu'on a vu Ella, comment est-ce que tu as vécu tes grossesses et tes accouchements? Ben, la grossesse de Sienna, j'étais pas encore ouverte à tout ce chemin féminin, tu vois. J'étais un peu dans, comment dire, les choses n'avaient pas encore éclos à ce point. Donc, comment je l'ai vécu? J'étais jeune, hein, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, c'était il y a 10 ans. Donc, tout ça, ça m'a traversé comme un tsunami. Je l'ai vécu comme j'ai pu, avec aussi beaucoup d'injonctions sociétales que je prenais pour acquises, comme le fait que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais tout faire, que je pouvais être une mère, une femme, une épouse, que je pouvais ranger la maison, que je pouvais même travailler en même temps, etc. Donc, voilà. Donc, je me suis burnée, clairement. Je me suis brûlée. Et puis Sienna, c'est une petite fille du printemps, donc elle avait une énergie très yang, très puissante, donc voilà. Donc je me suis faite complètement traverser, mais ça a été un tsunami merveilleux parce que ça m'a permis aussi d'accoucher de moi-même. Tu sais que quand on devient mère, on accouche aussi d'une autre partie de soi-même, d'une autre facette de soi-même. Et avec Ella, 10 ans plus tard, avec tout ce cheminement qui s'est mis en route avec le féminin sacré, tout ça, du coup, beaucoup plus de douceur pour moi. J'ai vraiment mis de côté les injonctions sociétales. J'ai carrément prévenu mon mari, donc c'est pas le même homme. Entre-temps. Donc, je lui ai dit, je te préviens, hein, je ne vais pas ranger la maison, je ne vais pas cuisiner. Je lui avais parlé des 40 jours, du mois d'or, etc. Je lui ai dit que je voulais être au lit. Donc, du coup, on a carrément pris le lit de notre chambre, on l'a mis dans le salon pour être au lit avec Ella. Enfin, j'ai vraiment suivi tout ça. Dis-nous un peu plus, tu peux nous en dire un peu plus sur les 40 jours, justement? Ben, les 40 jours, en fait, c'est une tradition qui explique que pendant les premiers 40 jours de naissance, la femme et l'enfant doivent être collés, c'est-à-dire finalement, elles ne doivent pas être séparées par plus de la longueur du cordon ombilical. Tu vois, donc t'imagines, donc ça veut dire que bah, tu prends ton enfant pour aller aux toilettes, en fait, tout ce que tu fais, ton enfant est collé à toi. Et en fait, la femme peut s'autoriser à être au lit avec son enfant et vraiment être dans cette naissance, en fait, dans cette naissance des deux êtres, tu vois, de la mère et de l'enfant. Et normalement, il y a toute la communauté, en fait, autour de la femme qui vient comme les petites abeilles, tu vois, autour de la reine, la servir, en fait. Servir cette reine-mère qui vient de donner la vie et qui est en train d'allaiter ou pas, si vous allaitez pas, mais bref, qui est vraiment dans cette fusion avec l'enfant. Et donc, normalement, eh bien, la communauté autour prévoit à manger, prévoit, enfin, elle se fait masser, elle se fait coiffer, elle se fait même baigner parfois par ses sœurs, par toute sa famille qui l'entoure. Donc après, moi, j'ai pas, évidemment, aujourd'hui, on connaît nos vies, hein, on n'a pas notre mère, notre grand-mère, notre cousine, notre tante, etc., à la porte d'à côté, etc. Donc, du coup, moi, je me suis autorisée à mettre ce système en place, tu vois, avec des personnes qui nous ont aidés, qui sont parfois notre famille, mais qui ne le sont parfois pas. Je me suis vraiment donné les moyens de le faire. J'ai décidé d'investir aussi de l'argent là-dedans parce que j'avais envie de vivre ça, tu vois, j'avais envie de vivre
ouais, cet épanouissement aussi, parce qu'on parle, parce que c'est un épanouissement aussi voilà, d'être avec son bébé, mais quand on essaye de tout faire en même temps, bah forcément, il n'y a plus de place pour ça, tu vois. Ça devient forcément une source de fatigue, de stress et de baby blues et de descente hormonale, tu vois. Oui. Bon, enfin bref, tout ce qui est autour de la naissance, finalement, aujourd'hui, la naissance n'est plus suffisamment sacrée, et comme une grossesse d'ailleurs. C'est vrai, il n'y a plus du tout de sacré là-dedans, et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce que pour la mère, pour l'enfant, pour la famille, même pour le père, pour tout le monde, je pense que c'est merveilleux ce que tu t'es octroyé là. Parce que finalement, c'est plus comme au 19e siècle, on avait 15 gosses. Voilà, 1, 2, 3, allez, grand max, peut-être plus, mais je veux dire, c'est quand même pas souvent. Et c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de ces moments-là. Et c'est bien que tu réussisses. Ouais, et puis tu sais, je voulais aussi continuer. Enfin, tu sais, j'ai lancé une école l'année dernière. Donc, il y a un suivi sur cette école qui est mensuel. Et puis, pendant la grossesse d'Ella, j'étais en train d'écrire Femme prêtresse. Et en réalité, voilà, le manuscrit s'est terminé vraiment à la maternité, quoi, tu vois. Donc, du coup, j'avais encore les épreuves. Tu sais ce que c'est, on te montre les épreuves après un livre. J'avais encore les corrections à faire, etc. J'étais encore en plein dans un processus créatif que je voulais pas spécialement arrêter parce que finalement, c'est un processus qui est similaire à la naissance, tu vois. La naissance d'un livre, la naissance d'un bébé, la mise au monde de tous vos projets, c'est exactement cette même énergie créatrice, en fait, qui nous traverse, qu'on couve, et ensuite qu'on met au monde, et ensuite qu'on accompagne, parce qu'il faut que quand on met quelque chose au monde, comme un livre, un projet, peu importe ce que c'est, on doit l'accompagner, on doit faire les petits réglages, tu vois, on doit vraiment être au plus proche du projet. Donc, c'est les mêmes énergies. Donc, je me suis sentie un peu maman de 3 ou 4 énergies en même temps que je voulais surtout pas stopper. Donc, je voulais vraiment me donner les moyens voilà, de vivre tout ça pleinement. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Hein. Et là, elle a fait mes lives avec moi, même encore aujourd'hui. Voilà, c'est un espèce de grand flux. Elle est super calme. Elle est incroyablement calme. Écoute, elle fait un petit peu ses dents, donc on n'est pas à l'abri que, voilà. Mais ouais, elle est Verseau, ascendant Cancer, donc il y a de l'eau. Elle a plus d'eau dans son thème astral que mon aînée Sienna qui a beaucoup de feu. C'est marrant. Et là, et aussi, du coup, mon deuxième enfant, donc ma fille, est Verseau aussi, comme la tienne. Comme Ella. C'est marrant. On a plein de petites similitudes, comme ça, c'est drôle. Revenons à ton livre. Ton magnifique livre, Femme prêtresse, à la rencontre des 13 archétypes féminins qui sommeillent en vous, donc en nous. Ouais. Est-ce que... Alors déjà, pourquoi 13? Ouais, déjà, d'où ça vient ce 13? Alors déjà, le chiffre 13, d'où vient cette diabolisation du chiffre 13? Pourquoi est-ce que 13, c'est le chiffre qui a été le plus diabolisé, Alors, quand on commence à fouiller là-dedans, on se rend compte que le 13, en fait, ça a été un chiffre sacré pour le féminin, mais depuis des millénaires. Parce que 13... le chiffre 13 nous permet de tenir le calendrier en fait du temps. Les premiers calendriers, c'était des calendriers lunaires et c'était même, on pense, des calendriers menstruels. On pense que donc en réalité, dans un cycle du soleil, dans une année solaire, il y a environ 13 cycles lunaires, d'accord? Donc 13 lunaisons. Donc une lunaison, c'est quand on va d'une nouvelle lune à une nouvelle lune ou d'une pleine lune à une pleine lune, peu importe. Il y a environ entre 12 et 13 cycles lunaires, ça dépend des années. Et donc, par mimétisme, finalement, la femme est aussi traversée en une année solaire par 13 cycles menstruels. Donc elle a 13 opportunités de donner la vie, d'être fécondée et d'être féconde en quelque sorte. Et donc, à l'époque, les femmes, elles notaient en fait. Mais vraiment, on a retrouvé des calendriers lunaires, mais je ne pourrais même pas vous dire le nombre d'années, c'est très très ancestral. On pense que ce sont vraiment les premières mesures du temps. Les femmes, en fait, tenaient compte du temps grâce à leur menstruation, en fait. Donc, elles savaient qu'il y en avait 13 dans l'année, et puis en fonction de chacune des menstruations et de chacune de ces lunaisons, on savait que là, c'était le moment des récoltes, là, c'était le moment, tu vois, on se mettait en lien avec l'agriculture, avec les forces de la nature, etc.
Et donc finalement, donc, ce chiffre 13, c'est 13 opportunités d'aller à la rencontre de soi-même. Hein. Un cycle menstruel, c'est un cycle, alors peu importe qu'on ait nos lunes ou qu'on les ait pas, hein, ça inclut évidemment les femmes qui sont ménopausées, parce que les femmes ménopausées, elles ont vécu 40 ou 50 années, ou 30, 40 années de cycle menstruel, donc elles ont cette danse sacrée, cette danse rythmique à l'intérieur d'elles-mêmes, de ces cycles comme ça, elle est déjà complètement incorporée à l'intérieur de leur énergie féminine, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est 13 opportunités d'aller à la rencontre de soi-même parce qu'il y a 13 énergies, tu vois, cycliques qui se mettent en route dans l'année. Donc, c'est des énergies de créativité, hein, tu vois, où on met tout en place pour accueillir la vie. Et puis, si la vie n'est pas fécondée, hein, et peu importe d'ailleurs, ensuite, le cycle se termine et tout se désintègre à l'intérieur de soi-même pour se nettoyer et repartir à zéro. Tu vois, ça, c'est vraiment cette énergie créatrice de la vie qui est une énergie féminine que les hommes, évidemment, possèdent. On ne parle pas forcément de genre hein, quand on parle d'énergie féminine ou d'énergie masculine. Oui, bien sûr. Donc le chiffre 13, c'est un chiffre sacré parce que c'est le chiffre du féminin par excellence en fait. C'est vraiment cette énergie cyclique et créative. Et donc voilà, donc il y a donc en fait, dans ce que moi je transmets, chaque cycle lunaire correspond à une facette de notre personnalité, hein, liée donc correspond en fait à une saison. C'est comme si on avait une saison intérieure à chaque fois qu'on était traversé par une lunaison ou par un cycle menstruel. Et ces saisons, elles ont été associées à un archétype féminin pour plus de compréhension, tu vois, pour plus d'assimilation. Et donc voilà, donc c'est la découverte de ces 13 archétypes qui en fait que nous possédons toutes à l'intérieur de nous-mêmes et qui sont plus ou moins activés en fonction de notre chemin de vie, des choses qu'on a traversées, de nos appétences aussi, de nos affinités. Voilà. Est-ce que pour être complète, il faut que on soit traversé par ces 13 archétypes? Je pense, ouais. Oui, je pense. Alors, peut-être pas sur une année, mais sur toute une vie. Il faut finalement qu'on traverse chacune des archétypes, c'est ça? Absolument. Qu'on intègre chacune d'entre elles. Absolument. L'idée, c'est vraiment d'activer chacun de ces archétypes comme une roue, en fait. Tu vois, l'année est dessinée sous forme de roue. Tous les mois, on rentre dans un archétype. À chaque lunaison, en fait, on rentre dans un archétype féminin. Et petit à petit, cet archétype se densifie à l'intérieur de nous. Tu vois, on vient un peu le colorier et l'activer à l'intérieur de nous. Et après, voilà, au fur et à mesure qu'on repasse, tu vois, l'énergie féminine, elle est sous forme de spirale, en fait. Tu vois, hein, le temps est sous forme de spirale. Et donc, à chaque fois qu'on repasse dessus, on vient approfondir, explorer, colorier davantage cet archétype. Mais je pense que oui. Tu sais, ça me fait penser un peu aux saisons. On a des saisons préférées comme ça par nature, hein, on s'en rend pas compte. Et puis petit à petit, quand on commence à explorer son féminin sacré, on commence à renouer en fait et à retomber amoureuse de toutes les saisons parce qu'on se rend compte que ces saisons à l'extérieur de nous, elles sont retrouvables à l'intérieur de nous-mêmes et qu'en fait chacune est porteuse d'une médecine, tu vois, chacune est porteuse d'ingrédients merveilleux qui sont nécessaires à notre vie, tu vois. Et je trouve que je vois souvent les femmes au fur et à mesure de leur cheminement, me dire, mais en fait, j'adore toutes les saisons. Tu vois, alors qu'au début, elle disait, moi, j'aime pas l'hiver, moi, j'ai le cafard en automne, tu vois. Mais au fur et à mesure qu'on explore tout ce féminin sacré, finalement, on se réconcilie avec toutes les facettes de notre personnalité, nos zones d'ombre, nos zones de lumière, etc. Et on se rend compte qu'elles sont toutes absolument nécessaires pour qu'à la fin, on les incarne toutes et donc on les vive pleinement et qu'on tombe éperdument amoureuse de ça, en fait, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et pour ça, je trouve que, encore une fois, l'avantage de l'âge, c'est aussi l'acceptation de toutes ces étapes-là. De tout ce qui nous traverse et de toutes ces étapes à la fois lunaires, en effet, et saisonnières. Ça, c'est vrai. Ouais, absolument. Vive le temps qui passe. Exact. D'une certaine manière. Est-ce qu'on peut un petit peu passer en revue les 13 archétypes et tu peux nous en dire quelque chose? Ça te va? Ouais, avec plaisir. Donc, alors, tu sais quoi, je vais utiliser les petites cartes. Donc, c'est vrai que dans le livre, donc le livre démarre, vous avez de belles illustrations au début. J'ai fait appel à avec la maison d'édition, le Duc. On a fait appel à une super illustratrice, voilà, qui a téléchargé. Hein, je lui ai donné quelques petits mots-clés, etc. J'ai essayé de lui décrire un peu l'essence de chaque archétype et elle a vraiment téléchargé et canalisé sa vision de l'archétype. Donc voilà, vous avez ça au début du livre et du coup j'ai fait des petites cartes
pour que si jamais, parce qu'avec chaque archétype, il y a une petite guidance en fait pour créer un hôtel sacré chez soi tous les mois en fait pour inviter l'archétype dans votre vie. Et donc j'ai imprimé des petites cartes pour que vous puissiez du coup sélectionner une carte et les activer chaque mois. Donc bon alors rapidement hein, parce qu'on pourrait, Oui, on pourrait rapidement parce qu'il y a le livre à lire. Mais voilà. sinon, juste pour dire, bon, moi c'est ma préférée, la guerrière. Ouais, elle commence. Donc on commence par la guerrière. La guerrière, c'est le mois d'avril. C'est l'énergie du bélier en fait, hein, d'accord. Donc c'est cette femme qui va venir protéger votre vie en fait. Hein. Votre vie, elle a besoin d'être protégée et c'est à vous de la protéger. C'est à vous de baliser le terrain pour vraiment protéger votre voie spirituelle. Donc la guerre. Bon, je pourrais en parler des heures. De toute façon, j'en parle hein, dans mon école pendant des heures, mais brièvement. La deuxième, c'est l'amoureuse. Elle intervient au mois de mai avec l'énergie du signe du zodiaque du Taureau. Et l'amoureuse, c'est celle qui vous enseigne à tomber amoureuse de votre propre vie. C'est pas du tout celle qui est amoureuse du prince charmant comme dans les contes. Hein. C'est celle qui vraiment tourne ce regard d'amour envers vous-même. C'est le self-love. Il y a beaucoup de rituels autour de ça d'ailleurs. Ensuite, on a la muse. Donc la muse, elle est au mois de juin. Avec l'énergie du Gémeaux, donc c'est en ce moment. La muse, c'est celle qui nous invite à sourcer notre source d'inspiration, justement, à aller chercher cette source d'inspiration et que cette source d'inspiration vienne de nous, en fait, et vraiment à ouvrir, en fait, notre champ spirituel pour laisser le divin nous traverser et nous donner cette étincelle, en fait, d'inspiration, hein, pour que notre vie devienne une œuvre d'art. Ça, c'est la muse. Après, on a la mer. La mer, c'est avec l'énergie, bien sûr, du cancer au mois de juillet. Yeah, baby. Et la mer, donc la mer, c'est pas forcément celle qui enfante des enfants en chair et en os, comme toi, non? La mère, elle nous enseigne à devenir notre propre mère, hein, à apprendre à nous materner. Comment est-ce qu'on fait attention à nos besoins? Comment est-ce qu'on se met à l'écoute vraiment de tout ce qu'on a besoin comme nourriture physique, mais aussi spirituelle, etc. Donc vraiment devenir notre propre mère. Ensuite, on a la femme sauvage au mois d'août avec le signe du zodiaque du lion. La femme sauvage, bien sûr, c'est celle qui nous libère, qui nous, voilà, comme au mois d'août, hein, quand on est, c'est torride, on a envie d'être nu dans la nature, on a envie d'être wild, on a envie de faire l'amour, on a envie de sexualité, etc. C'est celle qui vraiment enlève tout ce côté lisse, en fait, et qui sort ses griffes, d'ailleurs. Hein. Elle est brute, elle est sauvage, elle est extraordinaire, elle est très inspirante. Ensuite, on a la guérisseuse en septembre, donc avec l'énergie de la Vierge. Donc ça, c'est toi. La guérisseuse, bah pareil, hein, elle nous enseigne à devenir notre propre médecin. Hein, ce que je disais au début du live, à pas chercher le pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes, mais vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, et ça s'apprend. Et puis aussi, elle est incroyable parce qu'elle va chercher, vous savez, ces blessures sacrées qu'on a. Bien sûr, notre chemin, il est fait avec des blessures et des griffures, hein, bien sûr. On a vécu des choses dans notre enfance. Notre âme même est venue au monde avec certaines griffures et certaines blessures. Et c'est à cet endroit qu'on va devenir la plus grande guérisseuse. Hein. C'est le mythe de Chiron, hein, le guérisseur blessé. Généralement, les plus grands guérisseurs, c'est ceux qui portent une blessure d'âme. Voilà, donc la guérisseuse, elle va nous aider à cheminer avec ça. Ensuite, on a l'épouse. Alors, l'épouse, c'est aussi, donc elle est en balance, avec l'énergie du signe du zodiaque de la balance. L'épouse, elle a aussi un autre nom, c'est la dame de l'équilibre. Hein. Elle tient le yin et le yang dans ses mains. Elle intervient vraiment au moment de l'équinoxe d'automne. Donc, c'est celle qui nous invite à nous épouser, à épouser notre lumière, mais aussi notre part d'ombre. Hein. C'est celle qui nous invite à trouver cet équilibre magique et esthétique et merveilleux entre notre ombre et notre lumière. À pas chercher à être tout le temps d'un côté ou à avoir peur tout le temps de l'autre, mais au contraire à vraiment devenir cet équilibriste. Après, on a l'alchimiste. L'alchimiste, elle s'appelle aussi en anglais The Queen of Death, hein, la reine de la mort. C'est une vraie magicienne. Ce serait vraiment la sorcière de nos archétypes. La sorcière, c'est elle. Elle est avec le signe du zodiaque du Scorpion.
Elle intervient pendant la période, vous savez, de Halloween, Samhain, hein, ce festival de la mort. Hein. Donc, c'est celle qui nous aide à mettre un terme, mettre un fin. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, oui, parce que tu sais quoi, par exemple, quand tu regardes un petit peu en astrologie, enfin, au niveau astrologique, le scorpion est plus, justement, est très dans la sexualité sexuelle, les scorpions. Et c'est marrant, parce que là, c'est l'alchimiste qui sort. Alors que le côté femme sauvage, toi, je l'aurais plus mis, la femme sauvage, je l'aurais plus vue justement au moment La du femme scorpion. sauvage, tout à fait. La femme sauvage, elle a en effet la puissance de l'alchimiste. Hein. Elles se rejoignent beaucoup toutes les Ah, deux. Elles sont toutes les deux capables de sortir leurs griffes, de déchirer, de détruire, tu vois. mm, Et elles ont cette force sexuelle. Euh, c'est juste que l'alchimiste, c'est vraiment la sorcière, tu vois. C'est mm. vraiment la magicienne avec ce côté scorpion. C'est celle qui est capable de descendre dans les profondeurs. Tu sais, on est vraiment dans la période de l'année aussi, dans notre hémisphère, où les nuits se rallongent, tu vois, où vraiment on rentre dans la noirceur de la nuit. Donc, on est capable d'aller chercher dans toutes nos zones d'ombre en ayant peur, hein, on tremble hein, d'aller dans ces profondeurs, mais c'est elle qui nous tient la main en fait. Hein. C'est vraiment notre sorcière intérieure qui nous dit, allez, va vers ce qui te dérange, va vers cette ombre qui te fait si peur. Comme ça, tu verras que en fait, c'était pas si grave que ça, Non, et tu remonteras ensuite à la surface au printemps avec le remède en fait, hein, avec la magie que tu auras accumulée, tu vois, pendant tout cette à fait. période-là. Je Donc, vois. mais elle est aussi très sexuelle et très puissante comme la femme sauvage au mois d'août. Elles ont la même. Et si on fait un parallèle justement avec nos signes, nos Oui, ascendants et notre signe lunaire, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec ces archétypes? Est-ce qu'on peut s'y fier ou pas? Parce qu'on est toutes les deux, l'avantage c'est qu'on on est toutes les deux ascendants scorpion. Est-ce que là, ça a un rapport avec l'archétype de l'alchimiste? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement ou tout ça à n'a fait. pas? Oui, Ah si, d'accord. si, bien sûr, on peut tout à fait les faire. C'est sûr que chacun des archétypes intervient dans un signe du zodiaque parce qu'elle arrive à un moment de la saison zodiacale. Tu vois ce Mm. que je veux dire? C'est Oui, comme si à chaque fois que le soleil rentre dans un signe du zodiaque, dans une constellation, et ben en même temps, tu vois, la porte s'ouvre et c'est un archétype féminin qui arrive et qui va venir régner sur la saison et elle va venir infuser en fait la saison dans laquelle on est de tout son parfum, de toutes ses parures, tu vois. Donc, tout à fait, bien sûr, que ta lune, ton ascendant ou ton signe du zodiaque soit dans un de ces archétypes, ça peut en fait euh, prédéterminer le fait que tu ressentes beaucoup de résonance déjà avec l'archétype, tu vois. mm, Mais à terme, voilà, comment dire, que ces signes du zodiaque ou ces archétypes soient dans ton thème astral ou pas, l'idée, c'est de toute façon, à un moment donné, de toutes les incarner, mm, tu vois, mm. de De toutes toutes les les tester, activer. toutes les activer. Ouais. La femme sauvage ensuite. Non, la femme sage. Excuse-moi, femme sauvage. Tu vois, un lapsus. La femme sage, c'est donc elle est en Sagittaire avec le signe du zodiaque du Sagittaire et donc là on est, tu vois, on est en plein hiver, hein, on rentre dans le solstice d'hiver, le moment où tout ralentit, où tout est silencieux dehors. Donc c'est vraiment celle qui a tourné son regard à l'intérieur, qui a appris des leçons. Tu vois, c'est la fin d'un cycle. Elle a appris plein de choses de toutes les leçons de la vie et donc voilà, et donc elle va chercher cette médecine intérieure. C'est la femme sage. Mm. En hiver, tu vois. Mais c'est cette grande dame de l'hiver, hein, on retrouve souvent dans les archétypes féminins, tu vois, l'ancienne, quoi. Voilà. Oui. Mm. Après, on a la doula. Donc, la doula, c'est avec la Capricorne. Alors, la doula, c'est aussi, enfin, je l'ai appelée doula, mais elle peut aussi s'appeler la sage-femme. Pas la femme sage, mais la sage-femme, hein, la coucheuse. Mm. Elle peut aussi s'appeler la coach. Tu vois, elle est vraiment dans l'énergie du Capricorne et c'est celle qui est dans cet élément de la terre et qui va se mettre à créer la structure nécessaire, tu vois, pour que au printemps on puisse faire naître tous nos projets. Donc c'est celle qui nous discipline. Elle est un peu rigide, tu vois, Mm. mais elle nous permet vraiment de nous ancrer dans la terre, dans la matière, pour justement, tu vois, pas monter trop haut dans les tours et devenir une femme perchée. Tu vois, elle nous ancre bien dans la matière. Elle a la tête sur les épaules. Donc la doula. Et la doula, c'est aussi celle, tu sais, dans l'accompagnement des naissances. Hein, c'est vraiment celle Oui. qui nous assiste et Mm. qui a un esprit. Elle a aussi un esprit très pratique et pragmatique, hein, la doula. Hein. Elle connaît la médecine de la terre, tu vois. Carrément. Voilà. Ensuite, on a. Il en reste plus que deux, enfin trois avec la prêtresse. Ensuite, on a la visionnaire en verso.
Alors les Verseaux sont, c'est toi et là, les Verseaux sont très très connus pour être avant-gardistes, pour être justement des visionnaires avec un grand sens de l'innovation. C'est des pionniers, hein, les Verseaux. Ils voient dans le futur en fait. Hein, ils sont très très visionnaires. Donc voilà, la visionnaire, c'est celle qui, juste avant le printemps, elle va se plonger dans notre futur et elle va voir en fait qu'est-ce qu'on va mettre au monde cette année en fait. Hein, quelles sont les jeunes pousses qui vont vouloir éclore et pousser dans notre vie. Oui, tu l'entends gazouiller? D'accord, elle est à fond. Tu l'entends gazouiller? J'entends, ouais. C'est génial. Ok, et ensuite on a enfin La mystique, eh bien, la mystique dans le signe du zodiaque du Poisson. Mm. Et la mystique, bah, c'est celle qui se met en contact avec tous les mondes spirituels, les mondes invisibles, les mondes parallèles. C'est celle qui vraiment crée cet espace invisible et divin. Enfin, c'est celle qui crée cet espace pour que le divin vienne lui transmettre les messages, en fait, hein, pour sa vie et puis même pour le monde, hein, tout ce qu'elle aurait à offrir au monde, quoi. Et enfin, on a donc la femme prêtresse. Donc, la femme prêtresse, on peut se dire, mais alors, je ne comprends pas, il y a 12 mois, il y a 12 signes du zodiaque. Donc elle se situe où? Donc elle, c'est le 13e archétype et en fait, elle se situe au centre de tout ça. Tu vois, si tu prends la roue du zodiaque et tu mets tous les archétypes comme ça, mais au centre de la roue, tu as le 13e archétype qui est la prêtresse. Et la prêtresse, en fait, c'est nous. C'est nous à chaque instant de notre vie, en fait. Hein. C'est nous qui faisons tourner cette roue. Voilà, c'est nous, cette grande femme spirituelle que nous sommes et qui sommes sur notre chemin, en fait, hein, tout simplement. Et là, du coup, tu risques de me poser la question sur mais c'est quoi une prêtresse? C'est quoi une déesse? C'est quoi une sorcière? C'est quoi la différence? Alors, sorcière, je vois un peu plus, mais quelle est la différence finalement entre une prêtresse et une déesse? Ouais. Ben, en fait, il y en a une qui sert l'autre, normalement. Hein, c'est-à-dire que dans les mondes antiques, tu sais, les déesses et les divinités, donc les dieux et les déesses, c'était donc des personnifications, on va dire, des énergies divines. Hein, il n'y avait pas un seul dieu qui avait une figure masculine avec une barbe vieillissante, etc. Il y avait une pluralité de divinités qui prenaient parfois des formes masculines, parfois des formes féminines, et donc voilà, et donc on louait ces divinités en fonction des énergies qu'on voulait attirer, en fonction des protections qu'on voulait leur invoquer, tu vois, dans notre vie. Et donc la prêtresse, c'est celle qui loue la divinité, c'est celle qui se met au service de la déesse. C'est celle qui va créer justement des rituels, des cérémonies, qui va créer même, pourquoi pas, des communautés autour en fait d'une déesse pour vraiment invoquer l'énergie d'une déesse, la bénédiction, l'appel, inviter en fait l'énergie d'une déesse dans sa vie. Tu vois? Donc c'est comme si, voilà, nous, en tant que prêtresse, eh bien, on vient, tu vois, on vient célébrer en fait notre déesse intérieure. Donc la déesse, elle va vraiment être l'énergie, tu vois, l'énergie de la divinité, hein, qui va prendre plein de formes. Aphrodite, Artémis, Célène. Enfin, il y a des déesses de toutes sortes. Et dans le livre, je donne beaucoup d'exemples de déesses. Voilà. Et la prêtresse, c'est celle qui se met au service d'eux pour faire vibrer en fait l'énergie de la déesse. D'accord. En gros, comment est-ce que tu nous conseilles d'utiliser ton ouvrage? On l'utilise comment? Je pense que déjà, c'est un livre qu'il faut avoir tout le temps avec soi, c'est clair. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon le plus optimale possible? Moi, je l'utiliserai au fil du temps, au fil des mois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la roue se met à tourner, à chaque fois qu'on rentre dans un nouvel archétype féminin, soit parce que le soleil est rentré dans un signe du zodiaque, soit parce que la nouvelle lune est rentrée dans un signe du zodiaque. D'accord, donc c'est par rapport à la nouvelle lune. C'est pas juste après la pleine lune. C'est dès le premier jour de la nouvelle lune, c'est ça? Ça peut être ça, ou alors ça peut être le signe du zodiaque. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, là, avec la saison du Gémeaux, la saison du Gémeaux, elle commence aux alentours du 19, 20, 21 mai, tu vois. Donc ça, c'est quand le soleil rentre dans la saison du Gémeaux. Donc là, on peut tout de suite sentir que l'énergie change. Si vous sentez intérieurement que, je sens que l'énergie a un peu changé, tac, ça veut dire que vous commencez à être dans l'énergie de la muse. Et donc, hop, on peut aller découvrir le chapitre de la muse. Il y a des rituels, il y a 2 rituels à chaque fois. Donc, on peut prendre le temps de créer ces rituels. Il y a tout un questionnement personnel à faire. Voilà, il y a il y a tout ce chapitre à activer. Ou alors, on attend que la nouvelle lune rentre
dans le signe des Gémeaux. Donc là, ça va être aux alentours du 11-12 juin, tu vois. Oui. Mais la nouvelle lune ne rentre pas dans le signe des Gémeaux forcément au même moment que le soleil, tu vois. Donc on peut aussi attendre, on peut aussi sentir que c'est juste pour nous, qu'en fait, oui, on est rentré dans le Gémeaux, mais moi, je me sens encore un peu dans l'énergie d'avant. Donc voilà, c'est vraiment à vous de sentir. Mais moi, le livre, je l'utiliserai comme ça, c'est-à-dire que je m'en servirai toute l'année et je le découvrirai au fil du temps. Après, je sais qu'il y a certaines lectrices qui l'ont lu d'un coup. Elles m'ont dit, j'ai adoré, je l'ai dévoré d'un coup. Donc j'étais très surprise. Peut-être parce que ça va vous donner des idées aussi. Et puis parce que il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de figé en fait. Tout ça, c'est que des suggestions. Ça se trouve, vous allez ouvrir la page, vous allez tomber sur la guérisseuse. Et le rituel de la guérisseuse, vous allez avoir envie de le faire tout de suite parce que votre vie est comme un buvard et elle a besoin d'absorber ça. Donc vraiment, tout ça, c'est que des suggestions et peut-être que voilà, vous allez avoir envie de vous en servir autrement. Maintenant, est-ce que tu veux bien, après avoir parlé de ton livre, on en reviendra à la fin pour parler du concours aussi, est-ce que tu peux revenir à toi et nous parler de toi, justement? On a parlé de ton cheminement et de pourquoi tu réussis aujourd'hui à parler si librement et facilement de ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est quoi ton parcours finalement? Parler un petit peu de ton école aussi et de ces rencontres avec ces deux Américaines. Oui. Voilà. Qui là nous l'autorise. Si Hélène nous autorise. Oui, si Hélène l'autorise. Non, mais je vais essayer d'être brève. Non, mais mon parcours, c'est vrai que je l'ai un petit peu résumé dans le livre. On va dire que j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Je crois que j'avais 1 an et demi ou 2 ans. Et du coup, ma maman a eu l'opportunité de partir s'installer en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et donc, elle m'a prise avec elle sous le bras. Bon, mon papa était un petit peu triste, j'avoue. Mais et on est parti s'installer en Côte d'Ivoire et on a vécu là-bas ensemble toutes les deux pendant 10 ans. Je revenais tous les étés en France pour voir mon père. Et ma mère était Sagittaire. Alors, elle n'est plus de ce monde, elle a rejoint les étoiles. Mais elle était Sagittaire. Tu sais, les Sagittaires, ils adorent les grands voyages, les grandes aventures, etc. Et voilà, elle n'était pas très attachée à sa famille. Et donc, elle avait envie d'une vie différente, quoi. Et à l'époque, elle s'était convertie au bouddhisme, un bouddhisme japonais. Et en fait, une fois arrivée en Afrique, en Côte d'Ivoire, elle a senti vraiment cette espèce d'appel intérieur de propager, de partager en fait ce bouddhisme avec les personnes qu'elle rencontrait sur place. Donc en fait, elle s'est un peu investie d'une mission de répandre le bouddhisme là-bas. Et donc voilà, mon quotidien était quand même assez atypique parce que ma mère recevait beaucoup de monde à la maison et elle recevait du monde pour réciter des mantras. Donc, et elle le faisait de façon extrême presque. C'est-à-dire qu'elle le faisait vraiment quasiment tous les soirs, tous les week-ends. Parfois, elle faisait des nuits entières. Tu vois, elle réunissait un groupe de femmes et elle se mettait un thème de, par exemple, la libération la liberté des femmes, par exemple. Et ensemble, elle faisait une nuit blanche de prière et elle priait comme ça pendant 10 heures d'affilée. Donc moi, je me retrouvais au milieu de tout ça. Je m'endormais dans le salon avec le chat. Le chat et moi, on était là, bon. Et on se prenait toutes ces vibrations comme ça dans la tête et dans le corps, quoi, j'imagine. Je me rends compte maintenant, après coup, sur le coup, ça me paraissait absolument normal. En fait, je pensais que c'est pas anodin. C'était normal de chanter toute la journée. Elle se levait très tôt aussi. Elle commençait ses rituels avant le lever du soleil. Enfin, voilà. Donc, j'ai beaucoup baigné là-dedans. Et puis, heureusement, dans les années 80, en Afrique, voilà, il n'y avait pas la télé, ou je crois qu'il y avait une chaîne télévisée, tu vois. En fait, il n'y avait pas d'interférence, en fait. Tu vois, même quand on allait à la plage, les plages, elles étaient brutes, elles étaient sauvages. Il n'y avait pas de jet ski, tu prends ton seau, t'appelles. Il n'y avait pas toutes ces... Tu vois, maintenant, aujourd'hui, on va à la plage, on fait attention à ce qu'on ait le parasol, le matos, la bouée. En fait, on cherche à se divertir, tu vois. Alors que là, moi, j'ai vraiment eu accès à la nature, mais de façon brute, tu vois. À l'essentiel. Voilà, et sans artifice. Donc, du coup, je me suis beaucoup ennuyée. Étant petite. C'est beau l'ennui. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que l'ennui, c'est extraordinaire. Oui. On puise une source de créativité incroyable quand on s'ennuie, tu vois. Quand il n'y a pas toutes ces interférences, finalement, je pense que notre monde spirituel, il peut vraiment s'ouvrir quand on s'ennuie, en fait. Tu vois, quand on passe de longs moments dans la nature, seul avec la nature, et ben voilà, ça ouvre le champ des possibles. Donc voilà, donc j'ai eu comme ça 10 ans d'enfance un peu atypique, et puis après, je suis rentrée en France.
Et là, j'ai intégré une école peu commune, voilà, une école entre sisters, enfin, une école qui n'était pas mixte et qui était on était en uniforme et c'était dans la basilique, dans l'aile de la basilique de Saint-Denis. C'était une école qui a été créée par Napoléon III. Et en fait, bon, je raconte un petit peu ça dans le livre parce que je me suis rendu compte après coup que j'ai expérimenté ce que c'était que la sororité grâce à cette école parce qu'on a vécu entre jeunes femmes. C'est le moment où on a toutes eu nos lunes, tu vois, le moment des menstruations. On dormait tout ensemble, on dormait dans des dortoirs de 100, 150 jeunes filles en même temps. Et en fait, ça a laissé des empreintes de soror sur mon âme, indélébiles, quoi. Et je me suis sentie vraiment bien, tu vois. Je me suis rendu compte que moi, j'aime être dans les communautés féminines. Et j'irais même plus loin, vraiment exclusivement féminine. C'est-à-dire que, tu vois, quand il n'y a pas de garçons, bon là, je vous dis ça comme ça, je sais qu'on évolue beaucoup sur ces sujets, mais je me suis vraiment rendu compte que quand les filles n'étaient pas en présence des garçons, eh ben, il n'y avait plus la compétition, il n'y avait plus la comparaison, il n'y avait pas cette espèce de méchanceté, tu vois, de rivalité. Donc voilà, donc j'ai vraiment expérimenté ça. Ouais, c'est beaucoup plus sain. Le rapport entre femmes, mais qu'entre femmes, est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain, ouais. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc bon, voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis tu vois, tout ça, c'est venu laisser des petites empreintes sur mon âme. Je savais pas trop où ça allait me mener. Et puis après, j'ai passé beaucoup de temps à me chercher. Voilà. Après, la question que je redoutais le plus dans ma vie, c'était quand quelqu'un m'approchait et me disait soit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, soit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bon, là, c'était les deux pires questions à chaque fois parce que je savais pas me définir, en fait, tu vois. Et même encore aujourd'hui, je me rends compte qu'on me l'a posé récemment. J'étais là, qui suis-je? Je sais pas. Parce qu'on se réinvente en permanence, tu vois. Bien donc, sûr. Comment On est pluriel. On est pluriel, on n'est pas qu'une, c'est bon. Voilà, exactement. On est pluriel. Voilà, donc après, j'ai passé beaucoup de temps à me chercher. Évidemment, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était développement spirituel, développement personnel, bien-être, en fait. Je pense que c'est ce qui, si je devais me caractériser, je pense que mon âme cherche comment est-ce qu'on peut se sentir mieux ou bien tout simplement, ou soit tout simplement, tu vois, je pense que c'est à ça que je me dédie, à moi et bien sûr pour les autres, quoi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me chercher, à voyager, voilà, j'en parle un petit peu dans le livre. Et puis voilà, et puis après j'ai rencontré ces deux femmes prêtresses, donc ça a été une rencontre en ligne, tu vois, ça n'a pas été une rencontre physique. Donc ça, c'est puissant, tu vois, toi qui fais des lives sur loin mais ensemble, tu vois, de voir que finalement, tu vois, même à distance, nos cœurs peuvent se rejoindre et on peut vraiment émettre la même fréquence et sentir qu'on fait partie de la même tribu, tu vois, malgré la distance. C'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu une des deux prêtresses, donc elle s'appelle Sienna Sherman, quand je l'ai entendue parler du féminin et parler de toutes ces voix féminines qui m'étaient complètement inconnues. J'ai eu une espèce de rencontre fatale, tu vois, un coup de foudre, voilà, un coup de foudre féminin quand tu es traversée par la chair de poule, les frissons, comme si tout ce qui sortait d'elle, en fait, c'était quelque chose que je savais déjà, ou quelque chose peut-être que mon âme connaissait déjà et que j'avais soif, en fait. J'avais vraiment soif, il fallait que mon âme vienne s'abreuver. C'était le moment aussi, c'était probablement le moment. Exactement. Et donc, ces deux femmes avaient créé une école en ligne, une école des mystères. Elles avaient appelé ça une école des mystères. Oh my God! Et là, elle ne s'arrête pas. Maman, elle parle trop, aussi. Elle a plein de choses à raconter, là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'entend beaucoup parler, donc elle se dit, moi aussi, moi aussi, j'ai des trucs à dire. C'est trop mignon. Voilà, donc elles ont créé cette école des mystères en ligne, et du coup, j'ai suivi cette école en ligne pendant 3 ans. Et après, elles ont décidé d'arrêter ces enseignements. Elles sont chacune un peu, de toute façon, elles faisaient déjà beaucoup de choses chacune de leur côté, donc elles ont continué comme ça. Et moi, je me suis mise à transmettre en fait leurs enseignements sous forme d'ateliers et puis bien sûr emprunt aussi de ce que moi j'en avais compris, tu vois, de ce que moi j'avais pu expérimenter au bout de ces 3 années. Et puis après, voilà, et puis après avec le confinement, je suis passée en ligne. Et c'est là que les choses sont devenues un peu plus... c'est là que les choses se sont agrandies parce que je suis passée d'un petit groupe de 12-13 personnes en atelier à un grand groupe de 150-200 femmes en ligne, quoi. Et après, les éditions Le Duc m'ont proposé
de transmettre voilà, ce que j'avais compris de tout ça, ce que je voulais aussi exprimer de tout ça sous forme de livre. Yes. Et toi, tu m'as aidé à l'écrire parce que tu étais dans mon ventre pendant tout le processus. Voilà. C'est trop génial, tu as fait un beau travail. Elle m'a aidé à tout écrire, on l'a écrit ensemble. Petite puce. Elle est trop belle. Oui, du coup, elle m'a court-circuité, elle a. Perdu. Qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à cela? Aujourd'hui, du coup, on te retrouve où? Parce que j'ai vu aussi que tu faisais du yoga. Aujourd'hui, tu pratiques encore, tu enseignes, ou tu es vraiment complètement concentrée sur l'école des 13 lunes. Bah, aujourd'hui, c'est plutôt... Donc, le yoga, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a Mademoiselle qui fait que j'ai un petit peu moins de temps. Et puis même, mon corps n'a pas suivi. Entre l'écriture, tous mes projets, etc., j'ai plus l'espace pour transmettre le yoga. Mais ça va revenir. Il y a... Aucun souci là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est l'école des 13 lunes, ça c'est sûr. Et puis après, là, je pense que le présentiel va un petit peu reprendre. Donc, je pense que je vais faire des cercles de femmes. Ma passion, c'est vraiment les cercles de femmes, les ateliers sur le féminin sacré, les retraites aussi. Les retraites yoga et féminin sacré, et j'aime aussi beaucoup les méditations, les sound baths, tu sais, j'utilise beaucoup la vibration du son en fait pour guider et accompagner les femmes dans ces voyages qu'on peut faire, tu vois, pour aller à la rencontre de nous-mêmes tout simplement. Donc voilà, donc c'est essentiellement ça aujourd'hui, mon activité. Et les cercles de femmes, c'est à Paris? Les cercles de femmes, c'est à Paris. Pour l'instant, j'en ai pas fait moi en ligne. Oui. J'ai un groupe par contre de super gardiennes de cercles de femmes qui en font. On peut les trouver sur mon Instagram et sur mon site, qui font des cercles de femmes en ligne, en lien avec les archétypes féminins. Donc, à chaque archétype féminin, avec chacun des archétypes féminins, elle propose des cercles de femmes pour vraiment aller explorer les archétypes féminins. Donc, si jamais ça intéresse certaines des participantes, sur ma bio, en fait, on peut retrouver, le lien. Détails de tout ça. Ouais. Formidable. Qu'est-ce que je voulais te dire? Qu'est-ce qu'on peut se raconter de plus? Qu'est-ce qu'on peut se raconter? Ah oui. Est-ce que le fait de pratiquer ces rituels... Ah, elle veut te voir. Elle veut te voir. Bon, tu diras, oui, tu veux me voir. C'est le rose qui t'attire? Oui. C'est beau le rose. Like pink. Dis-moi. Tu lui parles en anglais tout le temps? Non, je sais pas en fait. Ça sort un peu comme ça. Comme ma fille aînée est moitié américaine, moitié française. D'accord. Je me rends compte que mine de rien, et quand j'étais en Afrique, j'étais dans une école américaine. Oui. Donc j'ai grandi quand même pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que de temps en temps, ça sort comme ça. Ouais, c'est drôle, naturellement. Est-ce que tu penses que le fait de mettre en pratique tous ces rituels autour des archétypes, de se réinventer, d'intégrer ce féminin sacré en nous, est-ce que ça peut libérer notre lignée de femmes? Mais à 100%. Oui. 100%. Mais même et puis les cercles de femmes. Ah oui, les cercles de femmes, toutes sortes de, bien sûr, mais complètement. C'est vraiment de ça dont il s'agit d'ailleurs. Hein. Oui. C'est vraiment... De toute façon, nos ancêtres féminines, à un moment donné, quand on pratique ce genre de cérémonie, ce genre de rituel, on les convoque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? On les convoque. C'est-à-dire, on les convoque à l'intérieur de nous parce qu'elles vivent encore dans nos cellules. Oui. Et après, en fonction de nos croyances, on les convoque. Je pense que quand on fait un cercle de femmes, nos ancêtres féminines, elles sont pas très loin. Elles sont pas très loin de nous. Donc, bien sûr, on libère nos lignées passées et on libère nos lignées futures. Oui. On crée la voie et l'espace pour nos lignées futures. C'est un travail qui est juste extraordinaire. Et j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui le ressentent en fait. D'accord. Tu ressens toi? Mais oui, tu ressens des choses. Quand t'as libéré. T'es toute libérée. Quand t'as libéré, quand on fait un cercle de femmes, on te libère. Oh non. Ah, pour moi, des trucs. Dernière question. Quels sont tes rituels, toi, au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Alors, plein de choses, mais est-ce que tu as des... Ça, puis on parlera des livres et du concours et on arrête.
Ouais, voilà. C'est vrai que bon, j'ai mis beaucoup de rituels dans le livre. Tu vois, je crois qu'il y en a Oui. au moins 26 et certains de ces rituels sont clairement des rituels enfin, ce sont tous des rituels que j'ai déjà fait, évidemment. Mais je dirais qu'au quotidien, là aujourd'hui, j'ai pas de sadhana, tu sais, de Oui. pratique quotidienne Mm. parce que j'ai bébé qui est Oui, là, t'as bébé qui est là. j'ai du monde à la maison, Mm. voilà, donc c'est pas évident. Donc je me repose un peu sur mes acquis, on va dire. Mais, mais en tout cas, les rituels que je fais vraiment sans faillir, c'est quand j'ai besoin de resetter mon énergie, vraiment, c'est l'eau, clairement. C'est la douche ou le bain. La douche ou le bain, mais ritualisée et en conscience. C'est-à-dire que je ne vais pas dans la douche pour me laver les cheveux ou pour me laver le corps. J'y vais pour que l'eau me nettoie, en fait, pour qu'elle prenne avec elle tout ce que j'ai besoin de laisser, tout ce que j'ai besoin de laisser couler, que ce soit des rigidités que j'ai dans mon cœur, que ce soit mes larmes, que ce soit des pensées qui m'agacent. Voilà, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire sous la douche, que ce soit un jet d'eau froide parfois sur la tête. Vous savez, quand on Mm. sent qu'on a une suractivation mentale ou quelque chose qui nous prend la tête et qu'on n'arrive pas à lâcher, eh ben, je me mets un jet d'eau froide et j'attends et j'imagine vraiment cette eau qui emporte avec elle tout ça. Ou alors, je fais des bains rituels aussi, hein, tu vois, où on utilise, vous pouvez très bien les faire intuitivement. Vous prenez ce que vous avez envie d'y mettre, en fait. Hein. On peut découper même des fruits, on peut mettre des fraises dedans. Je fais des raccourcis, mais dans un bain rituel, on peut mettre du sel, on peut mettre des pétales de fleurs. Des huiles essentielles, etc. Mais vraiment, voilà, il y a plein de super livres là-dessus. Donc, l'eau, c'est clairement mon élément pour m'aider à naviguer, en fait. Et le feu. Je ne mets pas le feu, mais le feu, Non. je suis clairement une sorcière du feu. J'ai besoin de faire brûler des choses, en fait. Quand une énergie a besoin d'être transmutée ou même d'être appelée, j'utilise le feu. Donc, pour appeler une énergie, eh ben, ça va être une bougie. Mm. Je vais encapsuler dans la flamme de ma bougie une intention, une prière, une promesse. Quand j'ai besoin de transmuter une énergie, eh ben, je fais brûler. Je fais brûler de la sauge, du palo santo, des herbes locales, des bouquets d'herbes locales. Hein, pas besoin forcément que ce soit des plantes qui viennent de très loin. Mm. Et je fais ce rituel de fumigation. Je me nettoie moi-même, tout autour de moi. Je nettoie la maison, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel familial. Hein, quand il y a une dispute qui éclate à la maison, généralement, mon mari, la première chose qu'il fait après, avant même de dire pardon, il prend un bâton de sauge, il commence à le faire brûler pour me montrer qu'il a compris qu'il fallait, enfin, pour me montrer qu'il est prêt à changer les énergies de la maison. Ah, Donc il voilà. le fait aussi. Alors Ouais, ça, un mec qui fait ça, génial. ouais. C'est Non, mais je top. pense qu'il le ressent. Il ressent vraiment les bienfaits, tu vois. Il ressent vraiment que ça nettoie l'air, en fait. Ça Mm. nettoie cette énergie voilà, quand il y a eu quelque chose d'explosif à la maison, et ben, tac, on reset et on nettoie comme ça. Donc, de faire brûler. Et sinon, et je fais brûler aussi littéralement, c'est-à-dire si j'ai besoin d'écrire quelque chose, Mm. je fais brûler mon papier ensuite, tu vois. Ou alors, je peux faire tu sais, le rituel des bonhommes allumettes. Oui. Et c'est Oui. extraordinaire, c'est Extraordinaire. hyper puissant. Après, tous les rituels comme ça sont puissants à partir du moment où on prend le temps d'y apporter de la conscience et vraiment où on se dit que c'est un vrai acte en fait. Hein. C'est pas parce qu'on travaille avec quelque chose d'invisible qu'il s'est pas passé quelque chose, tu vois. C'est vrai. Donc ça, et après aussi, dernière chose, quand j'ai besoin de réponses à mes questions, j'aime bien la lithothérapie et j'adore utiliser le sommeil et la nuit. Donc j'ai tendance je sélectionne des pierres, Mm. j'en mets un sacré paquet sous mon oreiller. Mm. Je me réveille le matin, mon mari, il y en a une ou deux de coincées sous le cou. Il me dit, mais c'est pas possible, on dort dans une forêt ou quoi? Oui, non, mais là, j'avais vraiment besoin de conseils là cette nuit. Donc, j'en choisis certaines et je les mets sous mon oreiller et je prends le temps de leur demander leurs conseils. Je leur demande de venir me rendre visite dans la nuit, que j'ai vraiment besoin que mon chemin s'éclaircisse et que je veux voilà, que je voudrais avoir des réponses, quoi. Donc, Et tu as des réponses sous forme de rêve? de Ça se passe rêve, comment? de Ok. rêve, de rêve, de ressenti. Ça peut aussi Mm. être un ressenti où tu vois, le lendemain matin, c'est parfois tu te réveilles, alors parfois tu te réveilles et tu te réveilles mal. Tu sais, Oui. tu te dis, mais Mm. c'est pas possible, il s'est passé Oui. la guerre ou quoi cette Oui. nuit? C'est ce que je Euh, fais. voilà. Ou parfois, inversement, tu te réveilles et tu te sens Hyper bien. Mm. légère, quoi. Et ça n'a pas forcément de lien avec la façon dont tu as dormi. Tu vois, c'est Non. vraiment juste comme si quelqu'un avait travaillé sur ton énergie pendant que tu dormais, tu vois. Moi, je suis convaincue que on part en voyage la nuit, tu Mm. vois. C'est vrai. Donc j'aime bien me préparer pour ce voyage et je demande un peu à
à tous nos guides, en fait. Je leur dis avant de me coucher que je suis réceptive, que je suis ouverte et que s'ils ont besoin de me transmettre quelque chose, eh ben, je serai réceptive cette nuit, tu vois. Donc, ça peut me venir sous forme d'énergie, sous forme de rêve, ou alors ensuite sous forme d'intuition dans la journée, tu vois, ou dans les jours qui suivent. Oui, ou un signe. Un Voilà, signe, un message. exactement. Exactement. Et c'est quoi les pierres que tu mets sous ton oreiller dans ces cas? C'est toujours les mêmes ou tu les sélectionnes Non, en fonction non, je les sélectionne. Après, je suis vraiment fan, donc j'en ai pas mal, mais je les sélectionne en fonction de la magie. J'adore la célestite, tu sais, ou la célestine, c'est pareil. Elle est bleu ciel, elle est très apaisante, elle est merveilleuse d'ailleurs pour la chambre des enfants. Et elle t'aide en fait. De toute façon, elle fait penser aux anges, tu vois. Elle a vraiment une couleur qui te fait penser aux anges gardiens. J'aime beaucoup la fluorite. Qui permet de développer les dons médiums, en fait, tu vois, la clairvoyance. J'adore le quartz, bien sûr. Le quartz, j'en ai partout dans ma maison du quartz parce que ça élève la fréquence vibratoire et ça amplifie, en fait. Hein. Ça amplifie les vibrations. Donc, attention au quartz quand il y a des grosses disputes dans les parages parce que ça amplifie. Ça amplifie. Mais on peut encoder, en fait, nos quartz avec une intention pour que le quartz, en fait, devienne l'émetteur d'un mot-clé ou d'une intention qu'on aurait encapsulé dedans, tu vois. Bon, et puis après, du quartz rose, de l'améthyste. Bon, et puis après, il y en a des plus complexes, des moins connus, tu vois, qui sont réputés pour leurs propriétés médiumniques. Ça aussi, c'est passionnant. On pourrait passer des heures à parler de ça. C'est clair. Mais tu vois, comme quoi, c'est des choses... Enfin, voilà, comme quoi, c'est ça aussi, notre féminin. Je pense qu'on pourrait passer des heures parce que on est tout ça, en fait, tu vois. C'est une spiritualité. Cette spiritualité féminine, c'est vraiment notre essence, quoi. C'est notre essence. Oui, c'est nous. À ce propos, qu'est-ce que tu as comme livre à nous proposer, des lectures supplémentaires pour aller plus loin dans ce travail du féminin? Ah, clairement, ouais. Alors, je ne sais pas si tu connais celui-là. Non, j'adore. Non, celui-là, écoute, j'ai pas terminé de le lire parce que tu sais, je me le réserve pour la plage cet été. J'ai envie d'être tranquille à côté de mon élément préféré, l'eau et le feu, le soleil. Tu vois, mes deux éléments préférés. Donc, je l'ai pas terminé, mais clairement, juste, il est avec moi, à côté de mon cœur, tous les jours. Le premier livre que j'ai lu sur tout ça et qui a fait que j'ai annulé mes rendez-vous. J'avais des rendez-vous ce jour-là et en fait, je les ai tous annulés parce que il fallait que je termine ce livre. C'était celui-là. Alors, tu le vois en effet miroir, là, c'est Red Moon, c'est la lune rouge. Oui. De Miranda Gray, c'est un peu un peu la lune Bible, rouge, tu vois. Je l'ai là-dedans aussi. Ouais. Voilà. Exact. C'est la Bible parce que c'est vrai que c'est elle est pionnière. Hein, elle est pionnière dans le fait d'avoir déterré en fait ces sagesses ancestrales. Hein. Ce sont des sagesses qui nous préexistent, mais ça a été une des premières à vraiment les remettre au goût du jour, tu vois. Et c'est une des premières à avoir parlé des archétypes féminins, à avoir comparé les saisons à des archétypes féminins, à avoir vraiment, voilà. Bref, peut-être que vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas, je pense que c'est un must-have. J'ai dans ma pile à lire de tous ces sujets-là et j'ai toujours pas lu, mais il est là. Voilà, c'est incontournable. Après, on a aussi femmes qui courent avec les loups. Avec les loups. Alors ça, c'est pas un livre à lire d'un coup comme ça. Non. Donc vraiment, je préfère vous le dire parce que sinon vous allez vous dire finalement le féminin sacré c'est pas fait pour moi. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit ok, je comprends rien. Donc ça se lit pas comme ça. Ça se lit, je dirais que ça se lit au hasard. Voilà, on ouvre le livre comme un oracle et on se dit tiens, est-ce qu'il y a un message pour moi aujourd'hui? Et on laisse nos yeux lire en diagonale et s'accrocher sur les mots qui vont faire écho et qui vont résonner en vous. Ça se lit par petites bribes, ça se digère au fur et à mesure. Mais quand on le fait, c'est hyper puissant. C'est magique, c'est énorme. Et surtout à ne pas lire avec sa tête. Il faut vraiment le lire. En fait, voilà. Le mieux, en fait, c'est de se le faire concret, tu vois. Oui.
Le mieux, c'est moi, à une époque à Paris, j'adore faire ça l'hiver. J'organise des cercles de femmes où je lis un conte de Clarissa avec le tambour, tu vois. Et ensuite, on fait un cercle de femmes et on en discute. Parce que comme ça, c'est lu d'une façon, tu vois, à la bougie, on allume toutes nos bougies, etc. Là, notre psyché, elle comprend beaucoup mieux les mots de Clarissa. Mais voilà, donc c'est aussi un livre à avoir, clairement. Et après, bah, voilà, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je viens d'en découvrir un là récemment que j'aime beaucoup, le yoga des sorcières. Je l'ai vu à la librairie. Oui. Il est trop sympa. Il est beau, ouais. Sarah Robinson. Il est vraiment très très chouette quoi. Il y a vraiment, elle parle bien sûr du yoga, mais elle encapsule pas mal de choses, des animaux totems, de toutes sortes de rituels de sorcières qu'on peut faire. J'ai beaucoup aimé. Il y a celui-là aussi, le grand livre du féminin sacré. Ah, il est génial aussi. Ouais, de Joséanne Sarrazin. Il est chouette parce que c'est vrai qu'elle l'a bien intitulé quand elle dit le grand livre du féminin sacré. Elle a raison. Elle met quand même les grandes lignes. Oui, il y a vraiment. Et puis les photos sont sublimes. C'est un très bel objet. Les photos sont très belles. Et puis voilà, puis on comprend. Parce que le féminin sacré, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent, mais ça veut dire quoi le féminin sacré? Qu'est-ce que c'est? En 2 mots, pour moi, le féminin sacré, c'est comment est-ce qu'on rend son féminin sacré, tu vois? Comment est-ce qu'on sacralise notre féminin? Donc, on le sacralise en se rendant compte de sa nature cyclique et changeante, donc en célébrant les saisons, en célébrant la lune, en célébrant toute notre, toute notre cyclicité. Sachant que les hommes aussi ont un féminin sacré. Absolument. Ce n'est pas que nous. Oui, nous grandement, forcément, on le porte en permanence sur nous. Mais les hommes aussi ont ce féminin sacré à mettre en lumière, à accueillir. C'est très important. Absolument. Et on est vraiment dans cette ère du féminin. Hein. Je veux dire, on le ressent. On le ressent à tous les niveaux. Enfin, tu vois, il y a... Et là, c'est difficile d'y échapper. Là, ouais. Et pour les hommes aussi. Enfin, tu vois, moi, je vois, c'est merveilleux, quoi. À quel point, ne serait-ce que les larmes, tu vois. Je vois tellement d'hommes pleurer, mais mon père c'est beau, hein, quoi. Mon père inclus, mon père qui pleurait pas il y a 15 ans, là, enfin, je veux dire, ces larmes, elles coulent, quoi, toutes seules. C'est trop beau, c'est trop émouvant, quoi. Donc, il y a vraiment, enfin, voilà, ça y est, l'énergie féminine est enfin en train d'éclore et de sortir des profondeurs de la terre pour nous soigner, tu vois, pour nous guérir et puis pour nous libérer et nous faire nous aimer. Voilà. Surtout. Merci pour tout, Alexandra. À toi. Je rappelle que jusqu'à dimanche, vous pouvez participer au concours qui vous permettra probablement de remporter un livre. Donc, Femme prêtresse d'Alexandra Frida Marty. Ainsi que, alors moi j'ai qu'un bout, mais cette petite pochette que j'ai lamentablement ouverte. Enfin, pas très proprement. Non. T'inquiète. Mais alors moi j'ai qu'une carte, mais il y a les 13 cartes, dedans que je vous ai montré. Il y a le petit Palo Santo. Et puis, il y aura un petit quartz, comme je vous disais. Le quartz amplifie toutes les énergies. Oui, mais sauf que moi, toi, tu as le quartz rose pour l'amour et l'amitié et la sororité. Et puis voilà, donc il y a ça à gagner. Donc, merci d'ailleurs pour ce super concours, cette belle initiative. Et puis je te remercie 1000 fois de m'avoir invitée. Je suis très, très, très heureuse de te rencontrer, de te y rencontrer. Oui. Je sens vraiment qu'on est, que nos univers font écho et qu'on émet des fréquences vibratoires communes avec toutes ces merveilleuses femmes qui nous regardent. Ah ben voilà, j'ai Sienna, ma grande qui rentre de l'école. Sienna. Sienna, je vous avais dit, Sienna, c'est solaire. Hi. Je l'appelle. Ciao. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, mais on se verra. Je viendrai à un cercle de femmes, je veux y être. Absolument. Ça. Donc, on se verra en vrai, je le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Oh, absolument. Je vous embrasse, les filles. Moi aussi. Les 3. Alexandra, Sienna est là, je vous embrasse très fort. Merci. Elle aussi. Merci. Merci pour tout et à tout bientôt. Et si jamais il y a des questions, on s'écrit, on reste en contact sur Instagram et j'espère qu'on se réunira toutes lors de cercles de femmes, de méditation, qu'on trouvera plein de ponts les unes avec les autres. Ah oui. Gros bisous. Merci pour Gros bisous. Très belle journée. Bye. Bonne journée. Bye.